Messieurs, dames, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oui, tant mieux. Bienvenue à l'Astrolabe et au Parc national du Mont-Mégantic. Je m'appelle Guillaume. Je serai un de vos nombreux animateurs ce soir. C'est une très, très belle équipe ce soir qui est là pour vous divertir, pour vous parler d'astronomie, pour vous mettre des étoiles plein les yeux. On est très heureux de vous accueillir pour cette 34e édition du Festival d'astronomie populaire du Mont-Mégantic. Et dans le cadre du festival, bien, on aime beaucoup que les astronomes et le public se rencontrent. Et c'est pourquoi on organise ces conférences. Et ce soir, bien, on a la chance d'accueillir Émilie Parent, qui est astrophysicienne. Ben, on reçoit des gens qui sont tellement qualifiés, qui font tellement de beaux projets que j'ai besoin d'une feuille pour vous dire tout ce qu'elle fait. Parce que c'est assez étoffé. Émilie a complété son baccalauréat en physique avec une mineure en mathématiques à l'université Bishop, juste à côté d'ici. Pendant ce baccalauréat, elle a eu la chance de faire un stage de recherche qui portait sur la constante de Hubble, tout ça en utilisant des supernovas de type 1A aux observatoires de Carnegie Institution for Science à Pasadena, en Californie. Elle complète maintenant sa maîtrise à l'université McGill avec la professeure Victoria Caspi. Sa recherche est focusée sur PALPHA, qui est un relevé astronomique de pulsars qui utilise le radiotélescope et l'observatoire Arecibo à Puerto Rico. Plus précisément, Émilie elle a mis en place un programme informatique qui est capable de détecter des pulsars dans les données ayant de longues périodes de rotation. Ceux-ci sont particulièrement difficiles à trouver. Alors voilà, ça c'est juste pour le passé, mais ça se continue puisqu'elle entame son doctorat cet automne. Et ce soir, bien, elle nous présente une conférence qui s'intitule « À la conquête des phares cosmiques ». Alors, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir chaleureusement Émilie. Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Comme ça? Non. Oui? Oui? Ok. Oui. C'est parfait, je m'entends pas. Donc, comme Guillaume m'a dit, je travaille sur les pulsars. Je ne me rappelais pas qu'on le disait dans mon intro. Donc, le punch qui est comme déjà là un peu, je voulais vous parler dans le fond de... moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je cherche des pulsars, des phares cosmiques, comme on les surnomme, dans notre galaxie. Mais avant d'expliquer c'est quoi un phare cosmique, on va juste parler un peu d'étoiles, juste pour qu'on soit tous sur la même page. Donc oui, les étoiles, c'est des points brillants dans le ciel, mais elles sont beaucoup plus que ça. Ce sont d'énormes boules de gaz, principalement d'hydrogène. Elles sont très, très massives et elles peuvent contenir des millions et des millions de terre en termes de masse. Donc, c'est vraiment des grosses sphères brûlantes. Et dans leur centre, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, dans leur centre, elles ont des noyaux. On les appelle aussi des cœurs. Donc, ces cœurs-là sont vraiment très importants. Puisqu'une étoile a une très grande gravité, cette gravité-là va venir compresser l'étoile. En compressant l'étoile, on applique la pression à l'intérieur et le noyau, ici en blanc, il est sujet à cette pression-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir augmenter les températures. À un certain point, le noyau va être tellement chaud qu'il va être capable de fusionner des éléments simples comme l'hydrogène et l'hélium en éléments plus complexes comme le carbone, l'oxygène, le fer, certaines étoiles aussi. Donc, fusionner des éléments comme ça, ça fait un peu comme une espèce de centrale thermique, centrale nucléaire. Centrale thermique aussi, ça produit de la chaleur. Et cette centrale thermique-là génère de l'énergie qui va venir stopper la compression de la gravité. Donc, la gravité compresse et le noyau, en fond, produit de l'énergie pour agir contre cette gravité-là. Donc, les étoiles sont en équilibre à cause de la stabilité entre la gravité et l'énergie qui est générée dans le noyau. Les étoiles ont aussi des cycles de vie. Elles vont naître à partir d'énormes nuages beaucoup plus grands que le Soleil, que le système solaire par exemple. Des énormes nuages de poussière et de gaz. Donc elles vont être formées à partir de fragments dans ces nuages-là. Elles vont devenir des bébés étoiles, qu'on appelle des proto-étoiles. Et souvent, on va retrouver des disques de poussière et de gaz autour durant la formation. Souvent, ces disques-là vont donner naissance à des planètes. Une étoile typique va ensuite vivre au stade adulte pendant des milliards d'années. Donc, au stade adulte, ça veut dire que son noyau va agir
comme une centrale nucléaire et fusionner de petits éléments en gros éléments. Mais toute bonne chose a une fin. Un jour, l'étoile va mourir. Il y a deux façons dont une étoile peut mourir. Pour les étoiles ayant des masses similaires ou moindres comparées à celles du Soleil, elles vont mourir en un objet qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc, ce qui va se produire, dans le fond, c'est que le noyau va se contracter, va arrêter de produire de l'énergie, va se contracter en un objet environ gros comme la Terre. Et tout le reste de l'étoile, les couches externes, qui composent environ 90% de l'étoile, vont être tout doucement relâchées et former une nébuleuse planétaire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'autres scénarios. Si on a des masses, des étoiles très massives, donc qu'elles contiennent environ 8 fois la masse du Soleil ou plus. La fin de vie de cette étoile-là va être beaucoup plus violente. Quand le noyau va arrêter de produire de l'énergie, on va avoir ce qui s'appelle une supernova. Et ce type de supernova-là, en particulier, s'appelle une supernova à effondrement de cœur. Donc, qu'est-ce qui se produit? On a l'étoile, on a son noyau cesse de générer de l'énergie parce qu'il n'y a plus assez de carburant, donc d'éléments simples dans le noyau. Il ne peut plus fusionner de petits éléments en gros éléments. Il y a trop de fer, il y a trop de gros atomes qui ne peuvent plus fusionner. Donc, qu'est-ce qui se produit? Toute l'étoile va venir s'effondrer en une fraction de seconde. Tout va s'écrouler. Et il va y avoir deux processus vraiment importants durant cette supernova-là, cet effondrement-là. Première chose, le noyau va être transformé. Deuxième chose, c'est le rebond. On va commencer par parler. On va commencer par parler qu'est-ce qui se passe dans le noyau. Donc, tout ça, encore là, je le dis, ça se passe en une fraction de seconde. Toute l'étoile s'écroule sous le poids de la gravité. Le noyau va devenir très, très petit, tellement petit que les densités de la matière vont augmenter drastiquement. Donc, tous les éléments, comme le fer, qui contient plusieurs protons et neutrons et électrons collés ensemble, tout ça va être détruit. Et tout ce qu'on va avoir, ça va être des protons et des électrons séparés. Donc, densité trop grande pour avoir des atomes plus lourds. Au fur et à mesure que le cœur s'écroule, comme tout le reste de l'étoile, on compresse le matériel. Donc, les protons, les grosses particules et les électrons vont venir s'écraser les uns aux autres et vont fusionner en ce qu'on appelle des neutrons. Donc, un neutron, c'est un proton, un électron. Je mets ensemble, ça a une masse neutre, c'est pour ça qu'on les appelle des neutrons. L'étoile continue de s'effondrer, les neutrons se rapprochent les uns aux autres jusqu'à ce qu'on arrive à un point critique où on ne peut plus compresser les neutrons. On a atteint la configuration maximale, on ne peut plus les rapprocher plus que ça. La force nucléaire qui les sépare est plus grande maintenant que l'incroyable gravité qui essaie de compresser l'étoile. Donc, là, ce qui se produit, c'est qu'on a un noyau qui, au départ, faisait des dizaines de milliers de kilomètres de diamètre. Maintenant, il fait un objet environ 20 km de diamètre. On a compressé énormément la matière et il n'y a plus rien qui se passe avec le noyau. Mais tout le reste de l'étoile, qui est environ 90% de l'étoile, continue de venir s'effondrer sur le noyau. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être vraiment un choc violent. Tout va venir s'écraser sur le cœur qui lui reste stable. Donc, on vient comme frapper un mur. Là, on a la supernova, le rebond. Tout le matériel va être extrêmement réchauffé, fait qu'il va entrer en collision avec le cœur et il va ensuite rebondir. Donc, tout le matériel va être éjecté à des vitesses qui peuvent atteindre 20% de la vitesse de la lumière. C'est vraiment beaucoup. C'est très, très rapide. On a de la misère à envoyer une particule à ces vitesses-là. Là, on a une étoile complète qui vient d'être éjectée à cette vitesse-là. Ça donne des beaux résultats. Ces supernovas-là, en fait, ce qu'on voit ici, c'est le résidu ou le rémanent de la supernova. C'est toutes les couches externes de l'étoile qui ont été réchauffées puis éjectées violemment. Ces supernovas-là, ça ici, juste pour se donner un feeling, ça ici, c'est beaucoup plus gros que le système solaire Terre. Oui. Je vais passer à la prochaine slide. Oui, ils sont très brillantes. Oui. Ces objets-là sont vraiment, vraiment, vraiment brillants. Donc, il y a beaucoup de lumière qui est libérée quand toutes les couches externes sont éjectées. On peut voir ces supernovas-là dans des galaxies qui sont situées
à des centaines de millions d'années-lumière de nous. Donc, très loin dans l'univers, on est capable de voir ces supernovas-là. Certaines supernovas sont encore plus brillantes que des galaxies entières. Très violent. Mais c'est aussi très joli. Ça, c'est tous des rémanents qu'il y a dans notre galaxie, des supernovas qui ont explosé il y a des milliers d'années, et que maintenant on peut voir le rémanent. On en voit vraiment de toutes les sortes. Encore là, ça c'est énorme comme structure. Celle-là s'appelle la nébuleuse du crabe. Elle est vraiment très populaire. Elle a été observée il y a 1000 ans par un astronome chinois. Elle était vraiment visible dans le ciel pendant 2 ans environ. Normalement, on peut les voir pendant 2 mois si elles étaient situées à des années-lumière et on les regarde avec des télescopes. Celle-là était visible dans le ciel, elle était dans notre galaxie. Et 1000 ans en termes astronomiques, quelque chose d'aussi violent qui s'est passé dans notre galaxie, c'est il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'est quand même un rémanent assez jeune. Les rémanents sont beaux, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui reste au centre. Donc, le cœur que lui a survécu à la supernova. Ces cœurs-là, on les appelle des étoiles à neutrons. À neutrons parce qu'elles sont principalement composées de neutrons. Étoile, par exemple, c'est pas vraiment un bon terme. C'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, c'est juste c'est un vestige d'étoile. Donc, c'est pas vraiment une étoile. Mais je vais les appeler les étoiles à neutrons toute la soirée. C'est comme ça qu'on les appelle. Ces étoiles à neutrons-là, c'est probablement le top 3 des objets les plus bizarres dans l'univers. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils sont vraiment bizarres, étranges, vraiment violents aussi. Première chose, leur densité. Donc, on termine avec un cœur, une étoile qui fait environ 20 km de diamètre. Ça a une grosseur d'une ville, c'est comparable à l'île de Montréal ou Sherbrooke, disons. Et ça contient plus de masse que le Soleil. Parce qu'à la base, on avait une étoile qui était très, très, très massive. Le cœur était très, très, très massif aussi. On a compressé plus d'un Soleil dans un petit objet, dans un objet gros comme une ville. La densité est vraiment incroyable. Si on prenait, par exemple, une cuillère, et qu'on était capable de la soulever, une cuillère à la surface de l'étoile à neutrons, et on la laissait tomber, et elle passe à travers la Terre. Juste parce qu'elle est trop lourde, elle est trop dense. Maintenant, on a un gros objet, gros comparé à nous, mais petit en termes astronomiques, composé de cette matière très dense-là. Ça lui donne un champ gravitationnel extrêmement puissant. Je recommande à personne d'aller s'approcher d'une étoile à neutrons. On serait complètement attiré par l'étoile et on viendrait s'écraser à la surface et on serait aplati en une croûte qui fait quelques atomes d'épaisseur seulement. Donc c'est des milliards de fois plus petit qu'un millimètre. C'est vraiment violent. Je recommande vraiment à personne de s'approcher de ça. Deuxième raison pourquoi elles sont vraiment intéressantes, elles tournent vraiment rapidement. Ici, cette étoile-là ne tourne pas tant rapidement que ça, mais pendant le processus de la supernova, il y a eu beaucoup d'énergie qui a été transférée à l'étoile à neutrons. Et l'étoile à neutrons, ne sachant quoi faire avec toute cette énergie, elle doit la dépenser. Une bonne façon de dépenser l'énergie quand c'est une étoile, c'est de tourner sur elle-même. Donc, elles se mettent à tourner très, très, très vite. Certaines vont tourner des milliers de fois par seconde. Donc, c'est comme si imaginez l'île de Montréal ou Sherbrooke qui tourne sur elle-même des milliers de fois par seconde. C'est plus vite qu'un malaxeur de cuisine. C'est vraiment des monstres, des machines, ces objets-là. Troisième raison pourquoi elles sont vraiment bizarres, leur champ magnétique. Elles ont vraiment les champs magnétiques les plus puissants dans l'univers. Ils vont être des milliards, voire des trilliards de fois plus puissants que le plus puissant champ magnétique qu'on a été capable de créer dans un laboratoire. Elles ont le record. Il y a des types d'étoiles à neutrons particuliers qu'on appelle des magnétors ou des magnétoiles. En anglais, c'est magnéteurs, mais en français, ils n'ont pas de nom. On les appelle des magnétoiles. Ceux-là vont avoir des champs magnétiques qui sont des milliers, voire des millions de fois plus puissants qu'une étoile à neutrons normale. Ils sont juste instincts. On ne les comprend pas, les magnétors sont vraiment... C'est parmi les objets les moins bien compris dans l'univers. Et on travaille là-dessus. L'idée de l'étoile à neutrons est arrivée dans les années 30 par 2 astronomes, astrophysiciens, c'était plus en théorie. Dans le fond, ils avaient théorisé l'existence des étoiles à neutrons, mais tout le monde était bien d'accord que ça n'allait pas vraiment être faisable d'observer un objet qui fait environ 20 km de diamètre situé à des milliers d'années-lumière de nous avec un télescope. Les chances étaient comme assez minces.
il y a exactement 50 ans, en juillet, en 1967, en juillet, il y avait une étudiante en Angleterre qui faisait son doctorat, Jocelyn Bell Burnell, et elle, son projet, c'était de construire un télescope radio pour étudier la lumière qui était émise, la lumière radio qui était émise des quasars. Les quasars sont des objets vraiment violents à l'autre bout de l'univers. Ce qu'elle a vu, elle a vu un signal vraiment étrange. Ça, c'est le signal radio qu'elle a vu, la ligne en haut. En fait, à chaque fois que le télescope reçoit un signal, la ligne descend. Donc ici, on a eu un signal plus brillant qu'en moyenne ici. Donc, c'est contre-intuitif. Le signal est puissant, la ligne descend. Donc, elle a vu ça. Ça, c'est vraiment bizarre comme signal. Il y a des pulsations qui sont émises à chaque 1,337 secondes. Pas 0,336, pas 338, 1,337. Très, très périodique, très, très stable, précis, les pulsations. On savait que ce n'était pas l'interférence humaine, on savait que c'était un signal qui venait vraiment de l'espace, mais personne n'avait prédit, personne ne connaissait des sources qui pouvaient émettre des courtes pulsations aussi brillantes à un intervalle aussi précis. Il n'y avait juste pas de théorie qui prédisait ces observations-là. Donc, pendant un court moment, elle et son équipe ont pensé civilisation extraterrestre peut-être. Donc, ils ont appelé la source LGM, Little Green Man. Au fil des semaines, ils ont découvert d'autres signaux comme ça, qui provenaient de d'autres endroits dans la galaxie, et leur fréquence de pulsation n'était pas de 1,337 secondes, c'était une autre fréquence complètement différente. Ça, c'est venu complètement détruire le scénario des Little Green Men, parce que c'était quoi les chances que plusieurs civilisations utilisaient tous le même moyen de communication pour essayer de communiquer avec nous. Et premièrement, trouver la Terre dans l'univers, c'est pas facile. Et ils n'utilisaient même pas la même fréquence de communication. Donc, ça, c'est venu tuer l'idée des LGM. Et la communauté a décidé d'appeler ces signaux-là des pulsars, pulsating stars. Ça faisait plus de sens, mais encore là, on ne savait pas trop qu'est-ce qui pouvait émettre ça. Au fil du temps, on en a découvert plus, et ce qu'on est venu à conclure, c'est que ça devait être un objet très petit, parce que les pulsations ne durent qu'une fraction de seconde. Donc, une grosse étoile ne peut pas émettre un petit burst de lumière aussi rapide. Il faut que l'objet soit compact, qui ait émis ce signal-là. Et aussi, il pulse à chaque une seconde, c'est quand même assez violent côté astronomique. Donc, il fallait qu'ils pensaient que ça pourrait venir d'une rotation très, très, très stable. Voilà le tour. Plus tard, ils ont découvert un signal comme ça. Ils le recevaient 30 fois par seconde, qui provenait de la nébuleuse du Crabe, le rémanent de supernova que j'ai montré plus tôt. Donc ça fait un clair lien entre étoile à neutrons et pulsar. Donc, sachant qu'un signal venait du centre d'un rémanent de supernova, qu'est-ce qu'il y a au centre d'une supernova? Une étoile à neutrons. Donc, on savait maintenant c'était quoi ce signal-là. Ça a valu un prix Nobel, non pas à Jocelyn, mais à son superviseur. Des choses qui arrivent. Qui a partagé avec un de ses amis. Donc, oui. L'émission radio provenant des étoiles à neutrons, c'était pas du tout prédit, c'était une grosse surprise. C'est pour ça qu'on n'avait pas pensé à ça la première fois. Même aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment, même après 50 ans à avoir étudié les pulsars, on ne comprend pas vraiment comment la lumière radio est émise, mais on sait que ça a un lien avec le champ magnétique qui est extrême et le fait que ce champ magnétique-là viendrait arracher de la matière à la surface de l'étoile à neutrons, il viendrait accélérer cette matière-là à des vitesses comparables à celles de la vitesse de la lumière. À part de ça, c'est encore très nébuleux. On comprend bien la géométrie du système, par exemple. Donc, les étoiles à neutrons, ils ont des champs magnétiques qui ressemblent à celui de la Terre. Donc, on a un pôle nord et un pôle sud magnétique. Les lignes de champ magnétique sont émises de ces pôles-là. Et on sait que la lumière radio et les jets radio sont émis de ces pôles-là. Pour pouvoir voir
une étoile à neutrons comme étant un pulsar. Je vais souvent interchanger les noms. Tous les pulsars sont des étoiles à neutrons, mais certaines étoiles à neutrons ne sont pas observées comme un pulsar. Ça fait du sens? Je risque d'interchanger les deux termes assez souvent. Pour pouvoir voir une étoile à neutrons comme un pulsar, ça prend deux conditions. Première condition, il ne faut pas que le jet radio, donc que l'axe magnétique, soit aligné avec l'axe de rotation. Donc, l'étoile, elle tourne à la verticale comme ça. Il ne faut pas que les jets soient alignés avec cet axe-là, sinon on ne verra pas le signal comme étant un signal qui pulse. Deuxième chose, il faut que le jet radio passe devant notre ligne de visée. Donc, si le jet radio ne passe pas devant la Terre, on ne verra pas. Donc, ce serait à ça. On croit qu'une étoile à neutrons ressemblerait à ça. Toutes les étoiles à neutrons que je vais vous montrer, ce n'est pas des vraies images. On n'est pas capable de prendre une image d'étoile à neutrons, c'est trop petit. Maintenant, je peux faire ma comparaison avec les phares cosmiques. Vraiment, on observe des pulsars dans notre galaxie de la même façon qu'un bateau sur mer observerait des phares sur les côtes maritimes. On voit un petit signal, et à chaque fois qu'il y a une rotation qui est complétée, on voit une pulsation. La seule différence, c'est qu'un phare émet dans la lumière visible, un pulsar émet dans la lumière radio. Mais ça reste la lumière, donc même chose. Phare cosmique, c'est la scène. Phare cosmique, je ne sais pas si c'est tant utilisé que ça en français, mais en anglais, Cosmic Lighthouse, ça apparaît toujours. Comment on fait pour les regarder, pour les chercher, ces étoiles-là, ces pulsars-là? Il y a 3 télescopes majeurs, télescopes radio qu'on utilise pour essayer de trouver des pulsars. Le premier, c'est le Parkes Telescope. Vous pouvez voir les télescopes radio, c'est vraiment énorme. Il est situé en Australie et celui-là, il détient le record en termes de nombre de pulsars découverts. Donc, c'est lui qui en a découvert le plus. Environ combien? 1500? 1000? Celui-là, un peu plus gros, il est situé aux États-Unis. On peut voir des camions c'est juste énorme. Ça, c'est le plus gros télescope au monde dont on peut bouger la parabole. Énorme. J'utilise quelquefois des données de ce télescope-là, mais celui que j'utilise le plus souvent, c'est le télescope Arecibo. Il est situé à Puerto Rico, une petite île près de la République dominicaine. Ça, c'est le plus gros télescope au monde. Peut-être que les astronomes dans l'optique n'aimeront pas. Ça fait 300 mètres de diamètre. C'est un très, très gros télescope. Ce télescope-là, c'est pas lui qui a découvert le plus de pulsars, mais c'est le télescope le plus sensible au monde. C'est un peu parce que tout le monde peut se l'arracher, ce télescope-là. Avoir du temps avec ce télescope-là, c'est difficile. Mais étant donné qu'il est le plus gros, c'est lui qui peut voir les signaux les plus faibles. Donc, c'est vraiment un bon télescope pour ça. Il est vraiment très populaire. Il est joué dans le film James Bond GoldenEye. Vers la fin, il y a une espèce de bataille et le méchant tombe dans le fond du télescope à partir de l'antenne. Et dans le film Contact, avec notre astronome Jodie Foster, la scène au début, je trouvais ça vraiment drôle. J'ai vu ce film-là il n'y a pas si longtemps. Et au début du film, elle va au télescope Arecibo. C'est une astronome et elle veut trouver des signaux extraterrestres. Elle va au télescope, elle prend des données, tout ce qu'elle trouve, c'est des pulsars. Ben, là, j'ai vu ce film-là, je suis comme non! Oh non! Donc, ça, c'est vraiment le télescope que j'utilise à partir du sous-sol de McGill sur mon ordinateur pour essayer de trouver des pulsars. Il y a plusieurs équipes qui ont différentes stratégies pour essayer de trouver des pulsars. Moi, dans mon groupe, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde deux régions pas trop grosses, je pointe là, mais c'est peut-être même pas là, qui sont vraiment focusées sur le disque de la galaxie. Et dans le fond, nous, on regarde là parce que c'est là qu'il y a le plus d'étoiles. Donc, c'est là qu'il y a une grande concentration d'étoiles, c'est là qu'on a le plus de chances de trouver des pulsars. Et on regarde seulement deux régions dans le disque parce que c'est les deux seules régions qui passent devant Arecibo. Arecibo, on ne peut pas bouger la parabole, il est fixé là et on peut juste voir le ciel qui passe au-dessus.
D'autres équipes vont vraiment regarder plus loin, ailleurs, mais on a chacun nos techniques. Comme je disais un peu, on a découvert plusieurs pulsars. Jusqu'à date, je dis non, mais le monde a découvert plusieurs pulsars, environ 2500. Ça semble beaucoup, mais on s'attend à ce qu'il y en ait des millions dans notre galaxie seulement. Donc on a beaucoup de chemin à faire. On n'a pas fini. Pourquoi est-ce qu'on voudrait étudier les pulsars? Oh, parce qu'ils sont bizarres, c'est le fun d'en trouver. Il y a plusieurs raisons. Je vais vous parler de 3 raisons en particulier ce soir. Première raison, il faut essayer d'étudier de nouvelles lois physiques. Ici, sur Terre, si j'ai une boîte de gaz, par exemple, si je compresse la boîte et que je réduis son volume, je sais que la température dans la boîte va augmenter, la pression va augmenter, la distance entre les molécules va diminuer. Ça, c'est la physique normale. Une étoile à neutrons, si on la compresse, on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. On sait qu'il y a des neutrons à l'intérieur, mais c'est pas mal tout ce qu'on sait. On ne sait pas comment ces neutrons-là se comportent, comment la force nucléaire entre ces neutrons-là comment elle se manifeste, on ne sait pas non plus. On ne sait même pas c'est quoi exactement leur masse. On sait que les étoiles en neutrons peuvent avoir une masse entre une fois la masse du Soleil et 3 fois la masse du Soleil. Moins que ça, c'est pas une étoile en neutrons. Plus que ça, c'est un trou noir. Mais entre 1 et 3, on ne sait pas. On ne sait pas non plus leur diamètre. Donc on sait qu'elles font environ 20, mais ça peut être 18 ou ça peut être 22. Et ça, tout dépendant de la réponse exacte, ça va donner des lois de physique complètement différentes. Il y a plusieurs experts, en théorie, qui essayent de comprendre ce qui se passe, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas reproduire ça dans un laboratoire. Les conditions sont beaucoup trop extrêmes, il n'y a pas moyen de faire une expérience pour étudier ça. Donc, ça doit être des calculs et des simulations, mais encore là, on ne sait pas quelle information donner aux simulations qui reproduisent les étoiles à neutrons, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur elles. Il y a plusieurs idées qui sont dans la littérature, dans le fond que les experts ont mis sur le marché, qui sont complètement incohérentes. Donc, elles sont en désaccord. Une des choses, par exemple, qui est assez récurrente, c'est que la matière n'aurait pas des formes sphériques, mais aurait des formes de pâte. On appelle ça la nuclear pasta. Ça, il y en a beaucoup qui sont d'accord. Ça ressort beaucoup des simulations, en fait. C'est que plutôt que d'avoir un neutron qui est sphérique, pour la matière normale, c'est la configuration énergétique la plus basse. Donc, on peut toujours avoir des niveaux d'énergie bas. Dans une étoile à neutrons, ça ne serait pas comme ça que ça fonctionnerait. Les neutrons voudraient plus avoir des formes de spaghetti ou de lasagne. Ça ressemble à une lasagne, mais ça ressemble pas vraiment à une autre. Il aimait le concept. Encore là, ça, c'est vraiment pas coulé dans le béton. Et le seul moyen de le savoir vraiment, c'est en trouvant des pulsars spécifiques. Il y a des types de pulsars vraiment spécifiques qu'on peut mesurer la masse. Tu sais, on a environ peut-être une dizaine. On peut vraiment dire la masse est de 1,6, plus ou moins 0,1. Si on peut vraiment mesurer plus de masse, et avec une meilleure précision, ça va être encore meilleur. On va pouvoir dire, peut-être pas pour les pâtes, mais on va pouvoir dire certains modèles de la physique qui sont nouvelles, on va pouvoir dire ça c'est un non. On ne va pas dire ça c'est oui, on va pas dire ça c'est non. C'est déjà un départ. Aussi, il y a un nouveau télescope qui est maintenant attaché à la Station spatiale internationale. Et le but, la seule mission de ce télescope-là, c'est de mesurer le rayon des pulsars. C'est pas une tâche facile. À la fin, si on a plus de tâches, je peux peut-être en parler un peu, mais même pour moi, c'est un peu nébuleux. Première raison, nouvelle loi de la physique. Deuxièmement, on peut étudier la gravité avec les pulsars. Einstein, au début des années 1900, il avait émis une théorie, la théorie de la relativité générale. Et ça décrit la gravité. Des décennies avant, il y avait eu Newton, que lui avait dit que la gravité, c'était une force qui attire deux objets ayant une masse. Donc, vous et moi, on a une force qui nous attire en ce moment, c'est la force de la gravité.
Einstein, lui, sa vision de la gravité était assez différente. Il voyait ça non pas comme une force, mais plutôt comme une déformation de l'espace-temps. Donc souvent, l'espace-temps, pour mieux visualiser, on peut s'imaginer que c'est une trampoline. Donc Einstein, lui, il voyait la gravité comme étant des objets qu'on dépose dans l'espace-temps, comme une boule de quilles sur une trampoline, une déformation qui est créée, et les objets vont être attirés vers le trou dans la déformation que ça crée. Et donc, c'est pas le même concept exactement qu'une force qui nous attire. Dans sa théorie, plus qu'un objet est massif, plus qu'il est dense, plus qu'il va déformer l'espace-temps. Donc, les trous noirs sont les objets qui déforment le plus l'espace-temps. Avec cette théorie, dans le fond, il y a une équation qui vient avec, et ça dit, si tu as deux objets, tu peux dire, j'ai un trou noir, j'ai une étoile à neutrons en orbite, par exemple, la relativité générale va me dire, ça va être quoi le déplacement des deux objets. Donc, comment le système va évoluer. Aussi, une autre chose qui venait avec la relativité générale, c'est les ondes gravitationnelles. Peut-être que vous en avez entendu parler, ça a été bien populaire dans les médias dans la dernière année. En fait, les ondes gravitationnelles, ce serait des ondes qui se propagent dans l'espace-temps, qui sont dues au mouvement d'objets. Donc, si on a deux objets en orbite, ils vont émettre des ondes gravitationnelles qui est d'un type d'énergie. Donc, l'orbite va se rapprocher et les deux objets vont éventuellement entrer en collision. Ça, c'est parce qu'elles émettent des ondes gravitationnelles, elles perdent d'énergie. La gravité sur Terre, on ne peut pas vraiment tester ça. On n'est pas capable de se faire une machine où on peut tuner la gravité. Donc, la théorie d'Einstein versus celle de Newton, c'est assez dur de les séparer et de dire laquelle est correcte. Dans les années 70, on a deux chercheurs, Halls et Taylor. Eux, ils utilisaient le télescope Arecibo pour étudier les pulsars et ils ont trouvé un système qui était particulièrement intéressant. Donc, ils ont vu un pulsar que plutôt que d'émettre des pulsations très, très stables, très périodiques, il y avait une variation systématique dans le temps d'arrivée des pulses. Donc, certains pulses arrivaient trop tôt et juste après ça, les pulses arrivaient trop tard. Il y avait trop tôt et trop tard. Donc ça, ils ont interprété ça comme étant dû au mouvement du pulsar dans un orbite. Donc, certaines fois, le pulsar se rapproche de nous, c'est là qu'on va avoir des pulses trop rapprochées. Et après ça, il va s'éloigner, c'est là qu'on va avoir des pulses trop éloignées. Un peu le même principe que quand on a une ambulance qui passe, si elle s'approche de nous, le son va être différent que si elle s'éloigne. Même principe avec les pulses radio. Donc, en faisant des calculs, il était capable de vraiment savoir avec précision le déplacement du pulsar, juste en monitorant précisément ses pulsations. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que le pulsar était en orbite avec un autre objet qui faisait environ la même masse, donc 1 à 3 fois la masse du Soleil environ, et aussi que l'orbite était vraiment petit. Donc l'orbite était plus petit que la grosseur d'une étoile typique. Il n'y avait pas plusieurs solutions à ça, ça n'avait pas le choix d'être une autre étoile à neutrons. On ne voyait pas de pulsation, par exemple, de l'autre étoile à neutrons du compagnon. Mais ça, c'était juste dû au fait que l'alignement de son jet radio n'était pas bon. Donc, on ne pouvait pas voir les pulsations de la deuxième étoile. Ça, c'était la première fois qu'on voyait un pulsar en orbite avec une autre étoile à neutrons. C'était vraiment excitant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la théorie d'Einstein et ils l'ont appliquée au système. Et pour la première fois, les équations ont donné la solution correcte. Donc, c'était la première fois qu'on disait la théorie d'Einstein est valide. Ça n'arrive pas souvent parce qu'il faut être capable de monitorer un système vraiment extrême avec une très grande précision et il n'y en a pas beaucoup de systèmes comme ça. Ça a valu un prix Nobel, en fait, à Halls et Taylor. Et une autre chose aussi qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont pu dire que les deux pulsars se rapprochaient. Ils pouvaient voir que le pulsar qu'on observait, son orbite se rapetissait. Donc, là, c'était la première évidence que les ondes gravitationnelles existaient. On n'avait pas détecté exactement l'onde, mais on avait vu la conséquence de l'émission de l'onde gravitationnelle. Donc, c'était vraiment énorme comme avancée. Depuis, on a vu peut-être, je peux compter sur une main les nombres de systèmes comme ça qu'on a vus.
tous sont d'accord que la relativité générale est bonne, est correcte, mais il y a plusieurs autres théories de la gravité qui sont disponibles, et ceux-là, c'est plus dur un peu de savoir s'ils sont bonnes ou pas. Le seul moyen de vraiment tester la gravité, c'est avec des objets comme ça. Si on a des étoiles normales, on n'est pas capable de savoir avec précision leur déplacement pour parler de la gravité. Ces objets-là, c'est les seuls objets qu'on peut utiliser vraiment pour étudier la gravité. Donc, deuxième raison pourquoi elles sont vraiment cool. Par exemple, on n'avait pas détecté exactement une onde gravitationnelle avec les pulsars, on avait juste dit il y en a eu qui sont des oui. La théorie, c'est qu'est-ce qui arrive si cette étoile neutron et la pulsar en faisant contact, ça arrive aussi. Oui, donc est-ce qu'on pense qu'elle pourrait entrer en collision? Ça peut prendre des millions d'années, mais oui. On appelle ça des gamma ray bursts. Bon, on croit que c'est ça en fait. On voit, c'est des explosions en fait qui se produisent très loin dans l'univers, extrêmement brillants, encore plus que des supernovas. C'est des objets, des explosions vraiment, vraiment violentes. Et ça, on croit que c'est des étoiles à neutrons qui rentrent en collision. Il y a aussi, en fait, j'allais parler de LIGO. LIGO, il y a plus d'1 an, ils ont vraiment détecté des ondes gravitationnelles. Einstein avait dit que ça n'allait pas se faire parce qu'on n'allait jamais avoir la technologie, une technologie qui est assez bonne pour vraiment mesurer l'effet infime des ondes gravitationnelles sur l'espace-temps. Mais LIGO l'ont fait, une collaboration internationale qui ont des interféromètres aux États-Unis. Ce qu'ils ont vraiment vu, c'est qu'ils ont vu 2 trous noirs, environ 30 fois la masse du Soleil chaque, qui sont rentrés en collision, donc ils étaient en orbite, ils émettaient des ondes gravitationnelles, donc l'orbite s'atissait et éventuellement ils ont fusionné. Et c'est la signature dans l'espace-temps que LIGO ont pu détecter. À la base, LIGO était surpris parce que ce qu'ils voulaient vraiment détecter, c'était des étoiles à neutrons qui allaient entrer en collision, parce qu'on croyait que ça allait être plus fréquent que des trous noirs qui allaient entrer en collision. LIGO était aussi censé observer des supernovas, mais à date, les 2 signaux que LIGO ont détectés, c'est des trous noirs qui entrent en collision. Donc, il doit en avoir quand même. Donc, eux, ils ont détecté vraiment des ondes gravitationnelles. Maintenant, il y a une équipe d'astronomes spécialisés en pulsars, une équipe internationale qui, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est essayer de créer un espèce de système GPS alternatif. Ou plutôt que, dans ce système-là, plutôt que d'utiliser des satellites pour nous dire notre position sur la Terre, ces satellites-là contiennent des horloges, c'est comme ça qu'on sait exactement où on est. Plutôt que d'utiliser des satellites, ils utiliseraient des pulsars. Pas n'importe quel type de pulsar, par exemple. Il faut des pulsars qui ont une rotation très, très, très rapide, donc des centaines de fois par seconde au moins, et dont leur rotation est très, très stable. Donc, certains pulsars ne sont pas très stables dans leur rotation. Des fois, ils ont des espèces de... Ça, des glitches. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il y en a qui ont des pulsars un peu pas stables. Il arrive de quoi? Peut-être une espèce de tremblement de terre, mais côté pulsar. Fait qu'ils gigolent un peu. Fait qu'il faut en trouver qui sont vraiment très, très stables. Ça, on n'en connaît pas beaucoup. Mais ce qu'ils feraient avec ça, c'est qu'en monitorant les pulsations, ils pourraient utiliser ces pulsars-là comme étant des horloges galactiques. Donc, pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait plusieurs pulsars très stables, un peu partout dans notre galaxie, et qu'on puisse monitorer leurs pulsations en même temps. Détecter des ondes gravitationnelles, ça, cette espèce de GPS-là, pourrait servir à détecter des ondes gravitationnelles. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il pourrait y avoir des ondes gravitationnelles qui traversent notre galaxie, et ça vient créer des espèces d'erreurs, des perturbations dans nos horloges galactiques. Et si on observe ces perturbations-là dans toutes nos horloges galactiques et qu'on peut créer une espèce de solution cohérente qui mène à une onde gravitationnelle à traverser la galaxie, on détecterait des ondes gravitationnelles avec ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça si LIGO le font déjà? Et on voit qu'ils sont quand même bons à le faire. Parce que les sources d'ondes gravitationnelles qui émettent le type d'onde qu'on pourrait détecter avec les pulsars, les sources sont différentes de celles de LIGO. Avec un système comme ça, là, je regarde ça, c'est pas à l'échelle
Ils sont vraiment très loin de la Terre. Ils sont à des milliers d'années-lumière de la Terre. Ouais. Dans le fond, le type de signaux qu'on voudrait regarder avec ça, qu'on pourrait regarder avec ça, c'est des trous noirs supermassifs. Donc des trous noirs qui font des millions de fois la masse du Soleil, qui rentrent en collision. Donc ces trous noirs-là sont situés dans le centre des galaxies, et on voit souvent dans l'optique des galaxies qui sont en train de fusionner, qui rentrent en collision, on appelle ça des mergers. Ces galaxies-là, ils ont des trous noirs supermassifs dans le centre. Donc, lorsque ces trous noirs-là fusionneraient, ça créerait des ondes vraiment grandes. Donc, la longueur de l'onde aurait plus la grandeur d'une galaxie et non pas la Terre, par exemple, comme LIGO. Donc, on observerait des sources vraiment différentes. Et pour que ça se produise, il faut trouver plus de pulsars. Donc, c'est là-dessus que je travaille, on trouve plus de pulsars. Peut-être dans une dizaine d'années, peut-être, on va réussir à trouver des signaux avec ça. Ça va être vraiment big, ça va être vraiment cool le jour qu'on va faire ça. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec des pulsars. Par exemple, la première exoplanète ever, elle a été trouvée en orbite autour d'un pulsar. Puis on a su qu'il y avait une planète là parce qu'on voyait des petites perturbations dans la période de pulsation qu'on observait du pulsar. En mesurant, on était capable de dire que c'est parce qu'il y avait une planète qui tournait autour du pulsar. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec des pulsars. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que je vous ai convaincu que les pulsars sont vraiment bizarres, ils sont vraiment le fun. Tu peux faire plein de choses avec les pulsars. Les scientifiques continuent d'avoir des idées, comment on pourrait utiliser les pulsars, quel genre de sources on veut trouver, comment on peut les trouver. C'est vraiment difficile, par exemple, de trouver des pulsars parce que la lumière radio qu'on reçoit au télescope, elle est très, très faible. Et les êtres humains aiment beaucoup produire des signaux radio. Donc, notre radio cellulaire, Internet, les satellites de télécommunication, juste les lignes électriques qui transportent le courant, les aéroports. Un aéroport proche d'Arecibo qui crache un signal à chaque 12 secondes, c'est l'enfer. Ça nous rend complètement aveugles à ce qu'il y a dans l'espace. Donc, c'est pas facile de trouver des pulsars. C'est probablement pour ça qu'on en a juste 2 000 3 000 et non pas des millions. Il va y avoir 2 télescopes majeurs qui vont venir dans les 10 prochaines années. Même lui, ici, le plus gros télescope ever, ça fait de la peine, c'est plus Arecibo. C'est le télescope FAST, qui est en Chine. Arecibo, il y a 300 mètres de diamètre. Celui-là en fait 500. Pour l'instant, il y a juste les Chinois qui peuvent l'utiliser. Éventuellement, peut-être, on va pouvoir demander du temps avec le télescope. Mais ça va être vraiment le télescope le plus sensible et probablement il va trouver des sources, des pulsars. Et celui-là, vraiment intéressant, c'est un système interférométrique. Donc, on a plusieurs petites antennes radio. Quand même, ici, on a une route ici. C'est quand même des bons télescopes. Mais on en a des centaines distribuées sur un très grand terrain, en Afrique et en Australie. Et puis ça, avoir plein de petites antennes comme ça agit comme avoir un gros télescope. Donc, ça va prendre un peu plus de temps, mais énormément. Ça va trouver des milliers de pulsars, ce système-là, si tout va comme on peut dire. Donc, c'est ce que j'ai vu ce soir. Des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui crée le champ magnétique dans une étoile à neutrons? Oui, non. En fait, on sait que par conservation d'énergie, l'étoile initiale avait déjà un grand champ magnétique parce qu'elle avait une grande masse. Les étoiles très massives sont vraiment très violentes sur tous les points, donc ils ont des champs magnétiques plus grands que la normale. Et dans le fond, l'étoile qui était énorme, lorsqu'on la compresse en une étoile à neutrons, il faut conserver l'énergie magnétique. Fait que dans le fond, juste le fait qu'elle ait compressé autant de matière dans un aussi petit volume, c'est ça qui crée le champ magnétique aussi intense. Aussi, les champs magnétiques vont venir vraiment accélérer les particules. Le champ magnétique va venir arracher des électrons. Ça va venir les mettre en mouvement. Puis ça augmente encore plus le champ magnétique. Mais non, on ne comprend pas vraiment ça non plus, comment ça fonctionne. On sait juste que ça vient de là. C'est à cause qu'on a compressé l'étoile drastiquement. Oui? Ouais,
me demandais là, pour le télescope radio qu'on ne peut pas bouger, Oui. est-ce qu'on choisit vraiment où on regarde ou on fait juste avec la position prise? Ben, en fait, il y a une antenne sur le dessus. OK. Il y a une antenne sur le dessus qui est suspendue au-dessus du télescope. Et puis, cette antenne-là, elle a un dôme. Fait que dans le fond, l'antenne, il y a un dôme qui... tu sais, ici, on a un dôme, dans le fond, qui va faire en sorte qu'en bougeant ce dôme-là, tu peux regarder des endroits spécifiques dans ton télescope. Donc, souvent, on ne va pas utiliser tout l'aire de réflexion complet. On va venir utiliser juste une partie, par exemple. Donc, si on regarde cette partie-là, on sait que ça vient du ciel comme de ce côté-là. Donc, on peut quand même viser un peu, mais il faut que ça reste quand même au-dessus de la tête, mais tu peux regarder des endroits spécifiques dans le ciel qui est au-dessus de toi. Donc, vous avez comme des limites. C'est quelle portion, mettons, du ciel qui peut être observable? Avec Arecibo, c'est quand même... le champ de vision du télescope est quand même assez grand. Tu peux voir peut-être le tiers du ciel qui est au-dessus de toi, et avec la rotation tout au long de l'année, ça fait quand même un bon ciel, mais c'est pas aussi ambivalent que les autres télescopes comme Green Banks, celui que j'ai montré, qui ont aux États-Unis et en Australie. Donc on est quand même limité un peu, mais même les télescopes normaux, comme ici, au monde mégantique, tu peux quand même juste voir le ciel tout au-dessus de toi. Avec un télescope fixe comme ça, tu as à peu près juste le tiers du ciel, de ce ciel-là qui est observable. Oui, donc, ça va dépendre du télescope. Arecibo, c'est à 1,4 GHz, gigahertz. Certains vont aller jusqu'à 100 MHz et d'autres vont monter jusqu'à une dizaine de gigahertz. Bref, tout ce que tout le monde aime émettre. C'est vraiment, ça va dépendre vraiment comme... certains télescopes vont vraiment choisir une plage qui est plus nette, puisqu'il n'y a pas vraiment de signaux autour. Donc ça peut être comme de 400 MHz jusqu'à 800 MHz. Comme ça va être le cas du télescope Chang, qui est construit en colombie britannique. Un des plus gros aussi télescopes radio, ça va être 4 cylindres. Vraiment un télescope intéressant qui va venir bientôt. McGill, on est très, très, très impliqué là-dedans. Le Québec est très, très, très impliqué dans ce télescope-là. Lui, il regarde juste 400 à 800 MHz. Arecibo, on regarde 1200 MHz. 1200 MHz à 1500 MHz. L'affaire avec le radio, c'est que c'est très faible. L'intensité de l'énergie d'une source radio, c'est vraiment très faible. Contrairement à, par exemple, dans l'optique, puisque là, les choses peuvent être très brillantes, en radio, les signaux sont vraiment peu brillants, en général. Donc, on observe, il y a un nouveau phénomène. Les pulsars, c'est vraiment trop faible pour être observé à l'extérieur de la galaxie. On a trouvé dans le petit nuage de Magellan, Small Imaginary Cloud, et dans le grand nuage de Magellan aussi. Je ne me rappelle plus, je pense qu'on en a peut-être un ou deux dans Andromède, mais en général, c'est trop faible pour être vu à de grandes distances. Par exemple, il y a un nouveau phénomène, les fast radio bursts. C'est quand même nouveau comme phénomène. C'est des explosions, on ne sait absolument pas c'est quoi. Ça aurait probablement un rapport avec des étoiles à neutrons. Et ça, c'est extrêmement brillant. On dit que c'est brillant comme avoir un cellulaire sur la Lune. En termes de radio, en radioastronomie, c'est extrêmement brillant. C'est beaucoup plus, c'est des milliards de fois plus brillant que la lumière qui est émise d'un pulsar, par exemple. Donc, on essaye encore de comprendre c'est quoi. Puis le gros télescope dont je parlais, qui va être construit en Colombie-Britannique, qui va être très bon pour ça. Puis, en général, radio, c'est très faible. Si je ne me trompe pas, ça a été découvert par Daniel Gill. Oui, c'est ça. En fait, non, le premier n'avait pas été découvert par quelqu'un de McGill, mais le premier qui répète, normalement, ces bursts-là, ça, c'est un des hot topics comme en radioastronomie. Ces trucs-là, c'est juste des gros booms à quelque part très loin. On sait qu'eux sont situés à des milliards d'années-lumière de nous.
On le voit quand même brillant, donc ça veut dire que quand c'est émis, c'est extrêmement brillant. Ça fait environ 10 ans que ça a été découvert. En astronomie, 10 ans, c'est rien. Le premier qui avait été découvert, c'était par un Américain. Et c'était juste des bursts qui explosaient une fois. Mais il y a 2 ans, un étudiant dans mon groupe a découvert un qui répétait. Donc, un qui émettait plus qu'une pulsation comme ça. Mais c'était pas périodique. Donc, on ne peut pas dire que c'est un pulsar. C'est beaucoup plus brillant qu'un pulsar. On sait que ça vient de très loin, contrairement au pulsar qu'on voit. Et les pings n'étaient pas périodiques. Je pense que ça a quand même lien avec un pulsar. Oui. Il y avait des planètes dans la Terre qui en vue beaucoup de pulsars, mais le pulsar, c'est l'ancienne étoile. Le pulsar, au moment de la supernova, le supernova ne fait pas un pulsar, s'il y avait des gens autour de l'étoile, comment ça fonctionne, pourquoi ça se regarde? Oui, donc on me demande comment il peut y avoir des choses en orbite avec un pulsar s'il y a eu une supernova qui a comme tout détruit. Quelquefois, la gravité est vraiment forte, les objets vont quand même rester en orbite. Dans le cas d'un pulsar avec une planète, par exemple, probablement que la planète est arrivée par après. C'était peut-être même une planète qui était formée à partir de certains débris. Cette planète-là était probablement pas là avant la supernova. Je ne suis pas experte, mais ça peut faire mal. Mais on voit beaucoup des étoiles qui restent en orbite quand même avec l'étoile à neutrons. Sa gravité est tellement forte que l'étoile va survivre la supernova. Il y en a plusieurs qui sont comme maganés, on perd beaucoup de gaz. Mais il y a aussi, comme celle que j'ai montrée, souvent sont sphériques. Donc, c'est une bulle sphérique. Mais il y en a d'autres qui ne seront pas totalement sphériques. Ils vont être plus allongés. Et on sait qu'il y a des pulsars qui ont été éjectés pendant la supernova, qui ont été éjectés très loin. Et ça se peut que ça allait rester en fait en orbite avec peut-être que l'étoile le suit. Encore là, c'est un peu curieux, mais c'est pas tellement comme réponse. Oui. Tantôt, vous avez parlé des télescopes sur la Terre. Dans l'espace, si le film de télescope est puissant, appelez-tu juste en haut ou il y en a d'autres? Il y a plusieurs télescopes qui regardent dans différentes longueurs d'onde. Donc, dans l'espace, on n'envoie pas de télescope radio parce que ça coûterait trop cher. Le télescope radio, c'est gros. Et parce que la lumière radio passe à travers l'atmosphère. Ça serait vraiment le fun d'avoir un télescope, par exemple, sur la Lune. L'autre côté de la Lune, qu'on n'ait pas toute l'interférence qu'on crée nous-mêmes sur Terre. Mais juste envoyer un être humain dans l'espace, ça coûte vraiment cher. Donc, envoyer un télescope, c'est vraiment pas facile. Ici, on a le télescope optique le plus performant dans l'espace. On va avoir James Webb bientôt, qui lui va être beaucoup plus gros que Hubble. Lui, ça va être vraiment le Master Telescope. Il y a aussi plusieurs télescopes rayons X dans l'espace. Et les pulsars, les étoiles à neutrons et pulsars peuvent être aussi observés dans les rayons X. Donc souvent, il y a des espèces de hotspots, des points chauds à la surface de l'étoile à neutrons. Quand elle tourne, ce qu'on voit dans le fond, c'est une pulsation dans les rayons X. Donc on a des télescopes de équipe. On a accès à des télescopes dans l'espace à rayons X et on observe aussi les étoiles à neutrons dans les rayons X. Donc, quand on dit le meilleur télescope, ça dépend dans quelle longueur d'onde. Donc, moi, je dis à c'est beau, c'est le plus gros télescope. C'est le plus gros télescope radio. Mais toute classe confondue, 300 mètres de diamètre, c'est quand même un beau télescope. Oui. On parle de pollution radio. On est ici dans la première réserve internationale de ciel étoilé. Donc, je sais qu'il y a des discussions aussi pour essayer de protéger le ciel radio. Est-ce que tu es au courant peut-être un peu des dernières nouvelles, qui nous parlent un peu de ce qui se passe de ce côté-là? Ça regarde pas bien. Quand on demande à un gouvernement, par exemple, si on pourrait-tu couper tous les signaux radio pour regarder le ciel, non, on a mieux utiliser des signaux radio pour nos voisins ou avoir des meilleurs signaux Internet un peu partout. Donc, la radioastronomie, souvent, a moins de poids que tout le reste. Il y a quand même des endroits qui étaient très bien protégés avant, comme le Green Bank Telescope aux États-Unis. Lui, avant, c'était une zone
Quiet Radio Zone. Donc, c'était une zone protégée, mais là, dans nos données, on voit plein de signaux, plein d'interférences qui apparaissent. Mais on entend parler à cette heure de personnes qui vont mettre des télescopes sur des îles vraiment isolées. Ils vont mettre des petits télescopes là et ils vont écouter, voir c'est quoi l'interférence qu'on reçoit ici. Des fois, c'est juste des satellites aussi, une question de satellite orientation, mais on trouve des endroits vraiment isolés puisque l'interférence, le niveau d'interférence est vraiment bas. Là, il faut envoyer l'équipement là, envoyer des observateurs, des techniciens. Ça prend un peu moins, souvent les gens aiment que ça soit quand même accessible. Mais ouais, en général, la radio, ça va très bien. Accessible, il est sur le bord de mourir chaque année. Le gouvernement, Porto Rico, sont un peu dans le misère en ce moment, financièrement. Fait que Accessible est vraiment pas une priorité. Ça regarde pas très bien. Oui. Est-ce qu'on peut espérer d'en trouver dans le domaine de la lumière visible de pulsar? Oui. On regarde toujours, en fait, quand on découvre un pulsar qui est vraiment intéressant et qui est relativement près de nous, on va souvent regarder avec un télescope optique. Et dans certains cas, on a vu des pulsations optiques, incluant celui dans la nébuleuse du crabe. On en voit dans toutes les longueurs d'onde. Fait que vraiment, on voit même période de pulsation optique. Mais ça, c'est vraiment rare. Quelque part là-dedans, il y a une petite étoile, et ça, on la voit vraiment flasher. On la voit au moyen de caméra, c'est pour l'œil. Caméra, exactement. Ça prend des bons télescopes pour vraiment voir la pulsation. On ne voit pas la surface, on n'est pas capable de voir la surface, disons, de l'étoile à neutrons. Mais en général, il y a beaucoup de lumière visible qui est émise. Ça, c'est probablement à cause qu'il y a un spot, un hotspot, un point chaud sur la surface. À chaque fois que ça passe, ça émet même dans les ondes gamma. Rayons X, UV, optique. Tout le monde est là. C'est vraiment des points très très chauds. Oui. Ben, si le neutron a envoyé autant de choses avec la puissance de même, est-ce que les exoplanètes sont autour de étoiles à neutrons au lieu d'un soleil, d'une étoile normale, moins de chances d'enregistrer de la vie? Je pense qu'il n'y a aucune chance. Ouais, c'est ça. Aucune chance. Je veux dire, c'est pas des exoplanètes, mais tu sais, c'est juste. Ils émettent beaucoup, ils sont vraiment durs à trouver, mais ils émettent beaucoup de rayons X. Donc, juste là, ça serait très très dur de. Beaucoup plus que le soleil, disons. Là. Tu sais, UV, n'importe quoi, là, la quantité de rayonnement proche d'une étoile à neutrons est vraiment très, très grande. Puis aussi, souvent, les objets qui sont en orbite autour des étoiles à neutrons, on peut avoir des orbites circulaires. Souvent, ça va être électrique. Probablement à cause de justement la supernova, c'est venu comme défaire un peu l'orbite, mais il est quand même survécu. Donc, souvent, ça va être plus électrique que circulaire. Donc, comme circulaire, c'est vraiment quand un système se forme, l'énergie se configure, ça va être circulaire. Après, une supernova, souvent, ça va être électrique. Et ça veut dire qu'il y a des marées incroyables sur la planète, par exemple. À chaque fois qu'il s'approche un peu de l'étoile à neutrons, il va être tout étiré, il s'éloigne, c'est mieux. Souvent, on voit des étoiles en orbite avec des pulsars, et l'étoile est complètement déformée, et souvent, il y a même la masse qui va tomber sur l'étoile à neutrons, et ça continue de surveiller, ça s'éloigne, ça revient, ça réchauffe. La masse qui tombe sur l'étoile à neutrons, le reste de l'étoile s'en va. Peut-être avoir quand même des formes de vie qui résistent à des rayons gamma. Peut-être. 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 Mais je ne mettrai pas mon argent là-dessus. J'irai voir ailleurs. Oui. Est-ce que tous les orbites, donc je disais, les pulsars vont se rapprocher? Est-ce que toutes les orbites vont se rapprocher comme ça? Si on a une compagne comme une étoile typique, par exemple, il n'y aura pas beaucoup de déformation dans l'espace-temps. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'émissions d'ondes gravitationnelles. Donc, ça peut prendre des milliards et des milliards, genre plus vieux que l'univers encore, pour que l'orbite vienne vraiment se rapetisser. Pour que vraiment l'énergie soit libérée de formes gravitationnelles, ça prend des objets denses comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons qui sont vraiment très proches, puis là on peut espérer quelque chose, mais en général, les ondes gravitationnelles, ça va être trop faible pour venir vraiment entraîner la cause. Merci beaucoup, Émilie. C'était
Impressionnant. Il mentionnait tout à l'heure qu'il va rester disponible s'il y a des gens qui ont encore des questions. Ça va me faire plaisir de te retrouver dans le hall, quelque part, dans les méandres de l'Astrolabe. Merci beaucoup encore une fois. La suite pour vous, mesdames et messieurs, très rapidement pour les gens des groupes A et B, ça va se passer ici même, dans la salle multimédia. Il y a Sylvain qui va vous donner une présentation qui s'appelle Eclipse. Pour les gens des autres groupes, cette présentation-là, elle aura lieu un petit peu plus tard pour vous. Donc, ça va être justement une très belle occasion pour aller profiter des salles d'exposition de l'Astrolabe ou encore pour aller continuer votre jasette avec Émilie. À plus tard. Puis, s'il va y avoir des gens qui vont rentrer par cette porte-ci, pour les gens qui ont à sortir de la salle, je vais vous recommander de le faire par l'autre porte, afin d'éviter des collisions cosmiques. On va vous expliquer, ça va avoir des impacts impressionnants. Vous allez éviter ça dans la bâtisse.